Il disait toujours qu'un artiste n'est rien sans la voix qui l'accompagne. Une conviction presque intime, forgée au fil des années, et que Jean-Jacques Goldman n'avait jamais formulée aussi clairement, jusqu'à aujourd'hui, à 74 ans. Lui qui parle rarement, lui qui s'efface pour laisser les chansons vivre à sa place, accepte enfin de revenir sur une histoire qu'il pensait avoir laissée derrière lui, celle de sa relation professionnelle et profondément humaine avec l'un des chanteurs les plus aimés de France, Johnny Hallyday. Entre eux, ce n'était pas une amitié classique, pas vraiment une collaboration ordinaire non plus, c'était une rencontre entre deux forces presque opposées. D'un côté, l'homme discret, méthodique, pudique, qui préfère les studios silencieux à la lumière des plateaux. De l'autre, l'icône brûlante, la bête de scène, l'homme qui vivait chaque note comme un combat. Tu sais, Jean-Jacques, avec toi, je chantais différemment, aurait confié Johnny lors d'une session en 1948. Goldman, Louis, se souvenait de cette phrase comme d'un aveu rare, presque fragile, venu d'un homme que la France croyait invincible. Alors pourquoi parler maintenant? Pourquoi briser cette réserve qu'il a toujours protégée? Parce que le temps passe, parce que l'absence de Johnny continue de résonner dans une génération entière. Et parce que Goldman sait mieux que quiconque qu'un hommage n'a de valeur que lorsqu'il raconte ce qu'on n'a jamais osé dire. Depuis la disparition de Johnny, il a tout observé. Les cérémonies, les débats, les querelles, les réconciliations, les récits déformés. Mais lui est resté silencieux. Par pudeur, par loyauté, par fidélité à une promesse tacite, celle de ne jamais se mettre en avant. Aujourd'hui pourtant, il reconnaît qu'il existe une part de cette histoire qui n'a jamais été racontée, une part que seul lui peut transmettre, le travail sur 100%, les heures à chercher la juste tonalité, les nuits de doute de Johnny, les encouragements discrets, les prises de voix qui disaient tout sans dire rien, et surtout cette admiration réciproque, inhabituelle, presque improbable. Johnny voyait en Goldman un architecte du son, un homme capable de condenser sa colère, sa tendresse, sa fatigue dans une simple phrase musicale. Goldman. Louis voyait en Johnny ce que très peu d'artistes portent en eux, une vérité brute, indomptable. Mais qu'est-ce qui les a vraiment liés? Quel secret se cache derrière cet album devenu mythique? Et surtout, qu'est-ce que Jean-Jacques Goldman décide enfin de révéler aujourd'hui? Après tant d'années de silence, il y a des rencontres qui ne se préparent pas, qui s'imposent d'elles-mêmes, presque comme une évidence silencieuse. Celle entre Jean-Jacques Goldman et Johnny Hallyday appartient à cette catégorie rare où la musique devient un terrain neutre, un pont entre deux hommes que tout semblait opposer. Leur première approche ne fut pas un coup de foudre artistique, mais un frémissement prudent, teinté de respect mutuel. Nous sommes au milieu des années 1990. Johnny traverse une période où il cherche, encore et toujours, à se réinventer. Sa voix est intacte, puissance inimitable, mais il veut autre chose. Un souffle neuf, une écriture capable de traduire ce qu'il n'avait jusque-là exprimé qu'à demi-mot. Autour de lui, on évoque un nom, presque en chuchotant. Goldman, l'auteur-compositeur discret, celui qui refuse les plateaux télé, celui dont les chansons ont pourtant envahi la France entière. Johnny répondrait alors « Louis, je ne sais pas s'il voudra, mais j'aimerais entendre ce que ça donnerait. » Goldman, de son côté, observe Johnny depuis longtemps. Pas le personnage public, mais l'homme derrière la stature. Il admire cette capacité à tout donner sur scène, à se brûler les ailes chaque soir, à transformer une salle de concert en confession collective, mais il hésite, parce qu'écrire pour Johnny Hallyday, c'est toucher à une légende vivante, c'est entrer dans un territoire où chaque mot peut devenir un cri, une cicatrice, un souvenir. Le défi le fascine autant qu'il l'intimide. La première rencontre officielle a lieu dans un studio parisien, pas un grand rendez-vous médiatique. Non, quelques heures prévues, presque à l'essai, pour voir si les deux univers peuvent dialoguer. Goldman arrive en avance. Johnny arrive à l'heure, ce qui surprend tout le monde. Il serre la main, sourit, dit simplement « Content que tu sois là, Jean-Jacques ». Il n'y a pas de discours, pas d'effusion, juste un échange de regards où l'on devine qu'il se jauge, qu'il cherche en le rythme de l'autre. Très vite, ils s'installent autour d'une guitare. Goldman gratte quelques accords, hésite, ajuste. Johnny l'écoute sans bouger. Puis, soudain, il tente une phrase, presque murmurée. La salle se fige. Goldman relève la tête. Ce n'est pas un test, c'est un début. Oui, ça, c'est toi, dit Goldman doucement. Cette phrase deviendra un pivot. Johnny, qui a souvent entendu des compliments trop faciles ou trop bruyants, comprend que cette collaboration sera différente. Qu'ici, il ne s'agit pas de lui fabriquer un succès, mais de traduire ce qu'il porte depuis trop longtemps. L'atmosphère change. On ouvre un cahier, on jette des mots, on cherche. Les premières heures ressemblent à une exploration plus qu'à un travail. Après cette session, Johnny confière à un proche « Il m'écoute vraiment, pas le chanteur, pas la star. Il écoute ce que je veux dire. » Goldman, Louis, dira plus tard « Je n'avais jamais vu une voix aussi nue.
Quand il chantait une maquette, il chantait comme s'il était devant 20 000 personnes. Les jours suivants, les rencontres se multiplient. Rien d'officiel, rien de planifié. Johnny passe quand il peut. Goldman l'attend parfois des heures, mais ne dit rien. Il comprend que l'homme vit dans un rythme instable, tiraillé entre sa vie personnelle, les concerts, les attentes du public. Et pourtant, chaque fois qu'il se retrouve, le travail avance comme si le temps se contractait. La confiance se construit par petites touches. Johnny révèle quelques fragments de son passé, mais jamais frontalement. Il parle d'un souvenir, d'une douleur, d'une peur. Goldman note tout mentalement, sans jamais l'interrompre. Dans ce duo inattendu, chacun apporte ce que l'autre n'a pas. L'un, la fougue, l'autre. La retenue, l'un, la voix, l'autre, les mots. C'est dans ce climat presque intime que naît l'idée d'un album complet, pas une simple collaboration, mais un projet qui pourrait redessiner l'image de Johnny, lui offrir un nouveau souffle, peut-être même une renaissance. Pourtant, personne ne prononce le mot album. Ils avancent par instinct, sans pression, sans stratégie visible. Juste deux hommes qui cherchent la vérité d'une chanson. Ce qui frappe les témoins de l'époque, c'est la simplicité de leurs échanges. Johnny, habituellement énergique, presque explosif, adopte une posture étonnamment calme en présence de Goldman. Et Goldman, souvent réservé, semble trouver dans cette voix rugueuse un terrain d'expression plus large qu'il ne l'imaginait. On ne s'est jamais vraiment expliqué, dira-t-il. On a juste senti que quelque chose se passait. Cette rencontre-là ne ressemble à aucune autre. Elle marque le point de départ d'une alchimie qui changera le destin artistique de Johnny Hallyday et montrera un visage plus nu, plus humain, d'un monstre sacré que la France croyait connaître. Il y eut un moment, à la fin des années 1990, où leurs trajectoires, pourtant si différentes, semblèrent se rejoindre au sommet. Johnny Hallyday venait de traverser plusieurs décennies de carrière fulgurante, jalonnée de triomphes, de renaissance, d'orages médiatiques, mais rien n'avait altéré ce lien presque viscéral qu'il entretenait avec le public. Jean-Jacques Goldman. Louis était devenu l'auteur-compositeur incontournable, celui dont les chansons paraissaient deviner l'âme de la France avant même que le pays ne sache les formuler. Lorsque les premières maquettes de Song% prennent forme, une rumeur circule déjà dans le milieu musical. Goldman offre à Johnny un album différent, plus profond, plus incarné que tout ce qu'il avait tenté depuis longtemps. Ce n'est pas seulement une collaboration, c'est un tournant. Les maisons de disques s'interrogent, la presse observe, le public attend. Personne n'imagine encore que ce disque deviendra l'un des plus grands succès de la carrière de Johnny. Les sessions d'enregistrement s'étendent sur plusieurs mois. Ce sont des journées longues, parfois imprévisibles, où Johnny, porté par une énergie presque animale, pose sa voix avec une intensité qui surprend même les techniciens les plus habitués. À certains moments, Goldman le regarde derrière la vitre du studio sans intervenir. Il sait que ce type de vérité-là ne se dirige pas. Un ingénieur du son se souvient. Quand Johnny chantait « Vivre pour le meilleur », on aurait dit qu'il rejouait toute sa vie en accéléré. Et Goldman ne disait presque rien. Il attendait la prise juste, celle qui venait du ventre. Le succès, Louis, arrive dès la sortie. L'album se hisse en tête des ventes, porté par une série de titres qui deviennent immédiatement emblématiques. Vivre pour le meilleur. Un jour viendra 100%. Les radios les diffusent en boucle. Les concerts explosent. La presse parle d'un Johnny nouveau, plus sincère, plus vulnérable. Lors d'une interview, Hallyday déclare « Jean-Jacques m'a donné les mots que je n'avais jamais osé dire. C'est une phrase rare, venant d'un homme qui n'accorde sa confiance qu'avec parcimonie. Pendant ce temps, Goldman reste en retrait. Il refuse les plateaux télé, décline les invitations, se contente de laisser les chansons tracer leur route. Mais dans les coulisses, tous savent que son rôle a été déterminant. Il a su prendre la mesure exacte de Johnny, amplifier sa force, adoucir sa colère, révéler sa vérité sans la maquiller. Un équilibre fragile, que peu de compositeurs avaient réussi à atteindre. Les tournées de Johnny deviennent alors des moments quasi rituels. Dans les stades, lorsqu'il entonne les titres écrits par Goldman, les milliers de voix du public semblent répondre d'un seul souffle. Ces chansons deviennent les nouvelles pierres angulaires de son répertoire. Elles ne remplacent pas les grands classiques, mais elles ouvrent une brèche, celle d'un homme qui ne joue plus seulement le rôle de Johnny Hallyday, mais qui raconte enfin Jean-Philippe Smet. Pour Goldman, ces années sont aussi marquées par une reconnaissance exceptionnelle. Même s'il reste invisible, il domine les ventes, influence les standards de la chanson française, inspire une génération entière d'artistes. Les médias parlent de lui comme d'un architecte de l'émotion, capable d'allier simplicité et profondeur avec une maîtrise unique. Lorsque Johnny reçoit une série de récompenses et d'hommages pour l'album, il cite régulièrement Goldman. Pas pour le flatter, mais parce qu'il sait ce que cette collaboration lui a apporté. Une direction artistique claire, un miroir honnête, une rigueur qui l'a poussé au-delà de ses habitudes. Il m'a fait travailler comme jamais,
confiera-t-il. Et je l'en remercie. Cette période restera, pour les deux hommes, un moment d'équilibre presque parfait. Johnny au sommet de sa puissance scénique, Goldman au sommet de son art d'auteur. Deux univers qui se complètent, sans se dévorer. Deux tempéraments opposés qui finissent par trouver un langage commun. Car au-delà des ventes, des chiffres, des records, ce qui marque les esprits, c'est l'impression que 100% a révélé une vérité que beaucoup pressentaient. Johnny Hallyday, derrière l'armure du rocker, portait une sensibilité brute, presque bouleversante. Et Goldman, derrière sa discrétion, possédait une capacité rare, celle de mettre en musique la part la plus secrète des êtres. C'est dans cet élan de gloire partagé que commence pourtant, imperceptiblement, le glissement, une fatigue, un doute, une distance qui s'installe. Car dans les destins trop brillants, les fissures ne tardent jamais à apparaître. Mais alors, quand tout semblait enfin aligné, quand l'album triomphait encore dans les classements et que les salles continuaient de se remplir, quelque chose s'est délicatement fissuré. Rien de spectaculaire, rien qui s'annonce dans un communiqué ou dans un geste brusque. Non, c'était plus subtil, une tension à peine perceptible, une fatigue qui se glissait dans les interstices, un décalage dans la façon de travailler. Pourtant, ni l'un ni l'autre ne voulait le reconnaître. Johnny, pris dans la spirale des concerts, vivait à un rythme que même les plus aguerris peinaient à suivre, les nuits courtes, la pression médiatique, les attentes du public. Il portait tout cela sur ses épaules, comme toujours, mais cette fois, quelque chose de plus intime semblait l'atteindre. Il chantait les mots de Goldman, des mots qui ne trichaient pas, qui allaient chercher loin dans sa mémoire, dans ses blessures. Et cela lui coûtait « ça me remue ». Jean-Jacques, plus que je le pensais. Aurait-il confié lors d'une pause en studio? Goldman l'avait regardé longuement, sans répondre, conscient que la vérité arrivait rarement sans contre-coup. De son côté, Goldman ressentait un autre type de tiraillement. Le succès massif de l'album avait déclenché une avalanche de sollicitations. On le voulait pour réécrire la suite, pour créer un second miracle. Les maisons de disques insistaient, les équipes autour de Johnny aussi. Mais lui, par nature, fuyait l'obligation. Il écrivait par nécessité intérieure, pas sous pression, et plus les demandes s'accumulaient, plus il s'éloignait instinctivement. Pourtant, il ne voulait pas décevoir Johnny. Il mesurait ce que cette collaboration avait représenté pour lui. Il savait aussi que, derrière son armure, Johnny attendait beaucoup, peut-être trop. Ce soir-là, lors d'une réunion informelle, les premières incompréhensions émergent. Une discussion autour de la direction artistique à venir. Johnny souhaite aller plus loin, explorer de nouvelles thématiques, pousser encore cette vérité qu'ils avaient touchée ensemble. Goldman, Louis, se montre prudent, presque distant. Il parle de temps nécessaire, de respiration, de recul. Johnny l'écoute, mais son regard se voile légèrement. Ce n'est pas un conflit, pas encore, plutôt une zone d'ombre où les attentes se croisent sans s'aligner. Les semaines passent et la tension s'installe. À chaque échange, un petit décalage, une phrase interprétée autrement, un silence un peu trop long. Johnny pense que Goldman hésite à continuer. Goldman pense que Johnny veut aller trop vite. Ils ne se le disent pas. Deux hommes si différents, unis par une œuvre immense, mais incapables, sur le moment, de mettre des mots sur ce qui dérive doucement. Pourtant, un autre élément commence à peser, l'exposition médiatique. Là où Goldman reste fidèle à son effacement, Johnny, Louis, fait face à des journalistes qui ne cessent de l'interroger sur son album avec Goldman. On lui prête des intentions, des récits, des tensions inexistantes. Il se défend, mais la machine médiatique brode ce qu'elle veut. Vous savez, on me demande si Goldman et moi, c'est fini. C'est ridicule, dit-il un jour, exaspéré. Mais l'idée s'installe. Et malgré lui, elle s'infiltre aussi dans ses pensées. De l'autre côté, Goldman perçoit cet emballement avec une gêne croissante. Il n'aime pas être au centre. Il n'aime pas qu'on le scrute. Il se demande si la lumière autour de Johnny ne finit pas par distordre leur relation, en faire une sorte de duo permanent. Alors qu'il se voit, Louis, comme un auteur libre, un homme de passage dans la vie des artistes. Il redoute de devenir prisonnier d'un rôle qu'il n'a jamais cherché. Ce soir-là encore, lors d'une répétition où Goldman passe brièvement, Johnny paraît nerveux. Il chante bien, mais son énergie est dispersée. À la pause, il lâche une phrase un peu sèche. « Tout le monde me demande si tu vas refaire un album pour moi. Je ne sais même plus quoi leur répondre. » Goldman baisse les yeux. Il entend l'inquiétude derrière les mots, mais il n'a pas la réponse que Johnny voudrait. Un silence lourd s'installe. Pas de dispute, simplement un constat. Leur chemin, un temps parfaitement parallèle, commençant à se désaligner. Ce qui se joue ici, ce ne sont pas des égos qui s'affrontent, ce sont deux sensibilités qui peinent à se rejoindre, alors que la pression extérieure s'intensifie. Johnny, vulnérable sans le dire, craint de perdre une formule qu'il a renouvelée. Goldman, pudique, craint de trahir son instinct en se forçant à écrire sous demande. Deux fidélités
qui s'opposent. Et c'est ainsi, presque sans un geste clair, que la fissure prend forme. Elle ne détruit rien encore, mais elle annonce, doucement, ce qui viendra, une crise, une distance, un silence plus long que les autres. La crise n'est pas arrivée comme un orage soudain. Elle s'est installée doucement, à bas bruit, jusqu'au moment où plus rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Johnny Hallyday, au tournant des années 2000, traverse une période de fragilité que peu perçoivent vraiment. Derrière la vigueur des concerts, derrière les sourires face caméra, la fatigue est immense. Les déplacements incessants, la pression du public, les complications familiales, tout cela pèse. Et puis, il y a l'âge, qu'il ne mentionne jamais, mais qui commence à s'inviter dans les respirations, dans les doutes, dans les silences, après les spectacles. De son côté, Jean-Jacques Goldman, épuisé par l'exposition involontaire qu'a provoqué la réussite de 100%, se retire un peu plus chaque semaine. Il décline les projets, limite les rencontres. Il écrit encore. Mais pour lui, à son rythme, comme pour retrouver un espace intérieur devenu trop bruyant, pourtant, Johnny espère, il attend un signe, une esquisse, une phrase, un accord envoyé en secret. Rien ne vient. Ce soir-là, lors d'une discussion brève après un concert, quelqu'un dans l'entourage glisse à Johnny. « Alors, Goldman, c'est fini. » La phrase est dite à la légère, mais elle touche une zone sensible. Johnny répond sèchement, puis se tait. Il rentre chez lui avec une impression persistante, celle d'être abandonné. Bien sûr, il sait que Goldman n'est pas un homme d'obligation. Il sait qu'il n'a jamais promis un second album, mais l'absence de mots, de gestes, de clarifications, tout cela finit par créer une fracture qu'il ne maîtrise plus. Les semaines passent, et Johnny plonge dans une forme de tourbillon émotionnel. Sa voix reste puissante, mais son cœur est ailleurs. Il confie à un proche. « C'est fou, on a touché quelque chose d'unique. Et maintenant, j'ai l'impression de parler tout seul. » Cette phrase, il ne la dira jamais à Goldman. Trop de pudeur, trop de fierté aussi. Pourtant, ce n'est pas la musique qui provoque la crise décisive. C'est un événement beaucoup plus personnel, une hospitalisation inattendue. Une alerte médicale qui inquiète profondément son entourage. Johnny minimise, comme toujours. Mais les médecins, ne plaisantent pas. On lui parle de repos obligatoire, de risque de ralentir. Quand la nouvelle atteint Goldman, il réagit immédiatement. Il envoie un message. Simple, chaleureux, sans détour. Prends soin de toi. Le reste peut attendre. Johnny apprécie, mais cette attention vient trop tard pour apaiser la distance qui les sépare désormais. Puis arrive un autre glissement. Les médias, ils commencent à écrire leur propre scénario. On parle de désaccords artistiques, de collaborations rompues, de froideur entre les deux hommes. Certains articles inventent même des phrases qu'aucun d'eux n'a prononcées. Johnny fulmine, mais ne répond plus. Goldman, Louis, se renferme encore davantage, refusant d'alimenter ce qu'il appelle le théâtre inutile. La rupture, en réalité, n'est pas un événement précis. C'est une accumulation de silence, des occasions manquées, des appels non faits, des mots retenus, une loyauté qui persiste, mais qui n'a plus d'espace pour se manifester. Un jour, Johnny lâche cette phrase glaçante à un ami. Peut-être que ce que nous avons fait ensemble, c'était juste pour un moment, un seul, et que c'est très bien comme ça. C'est à la fois une résignation et une protection, une manière de ne pas souffrir davantage. Goldman, de son côté, ne formule jamais la notion de rupture. Pour lui, les histoires musicales sont des cycles. Elles naissent, elles vivent, elles s'arrêtent sans avoir besoin d'être nommées. Mais quand il apprend que Johnny prépare un album avec d'autres auteurs, il ressent une pointe d'émotion, discrète mais réelle. Non pas de jalousie, mais la conscience que la page est bel et bien tournée. Ce qui rend cette crise si particulière, c'est qu'elle ne repose sur aucun éclat, aucune trahison, aucune dispute mémorable. Rien qui puisse être raconté comme une rupture classique. C'est au contraire une séparation douce amère, née d'un trop-plein d'attentes, d'un excès de lumière, d'une incapacité à dire ce qui aurait dû l'être, une crise sans cri, une rupture sans mots. Pourtant, au fond, un lien subsiste, invisible mais indestructible. Un lien fait de respect, de gratitude, d'une œuvre commune qui les dépasse. Mais pour l'instant, ce lien n'a plus d'espace pour respirer. Et c'est dans cette zone grise, à la fois mélancolique et silencieuse, que leurs chemins s'écartent. Après la crise, il n'y a pas eu de scène de réconciliation, ni de rupture clairement assumée, juste un espace nouveau, un entre-deux où chacun, à sa manière, a dû réapprendre à respirer. Johnny Hallyday, fragilisé par ses ennuis de santé et lassé par les rumeurs qui entouraient sa relation avec Goldman, s'est replongé dans ce qu'il savait faire mieux que quiconque. La scène, pour lui, n'était pas un refuge. C'était une survie, une façon de tenir debout. Malgré tout, quand je chante, je ne pense plus à ce que je perds, ni à ce que je dois réparer, confia-t-il un jour à un journaliste trop curieux.
Il se lance alors dans un nouveau cycle de concerts et d'albums, entouré d'autres auteurs, d'autres compositeurs. Mais quelque chose a changé. Les proches le sentent. Son énergie n'est plus exactement la même. Il cherche, tâtonnait, explore, comme s'il essayait de retrouver une direction sans pouvoir la nommer. Par moments, il se surprend à fredonner un accord qu'il associe immédiatement à Goldman. Il s'arrête, hausse les épaules et continue. Aucun reproche, juste une trace indélébile. Goldman, quant à lui, s'efface un peu plus de la sphère médiatique. Il quitte progressivement le devant de la scène, concentre son temps sur sa famille, ses engagements humanitaires, ses parenthèses musicales discrètes. Il écrit encore pour quelques artistes, mais avec une parcimonie assumée. Il a toujours dit qu'il ne voulait pas devenir un monument vivant, encore moins un symbole figé dans le paysage musical. Je préfère le silence à l'habitude. Aurait-il glissé lors d'une rare interview privée? Ce silence, toutefois, n'est jamais indifférent. Il est choisi, et parfois, il protège plus qu'il ne sépare. Pendant plusieurs années, leurs chemins ne se croisent plus. Pas de messages publics, pas de collaboration secrète, pas de rumeurs de retrouvailles. Juste une absence mutuellement respectée. Mais à chacune des étapes importantes de Johnny, une tournée, un anniversaire de carrière, un hommage médiatique, Goldman envoie, discrètement, quelques mots. Bravo pour hier soir. Je t'ai vu chanter, impressionnant. Jamais plus, jamais moins. Johnny lit ses messages avec une émotion retenue. Il répond toujours, mais brièvement. Il n'ose pas aller plus loin, peut-être par pudeur, peut-être par peur de réveiller quelque chose d'inachevé. Un proche dira « il s'aimait bien », mais il ne savait plus comment se le dire. Le public, Louis, n'oublie rien. 100% reste une référence majeure dans la discographie de Johnny. Un album dont la sincérité frappe encore, 20 ans plus tard. Beaucoup se demandent pourquoi ils n'ont jamais refait d'album ensemble. Certains imaginent des conflits, d'autres inventent des scénarios. La vérité est plus simple et plus humaine. Parfois, deux artistes se rencontrent au moment exact où ils en avaient de besoin. Et ce moment ne se reproduit pas. Lorsque la santé de Johnny commence à décliner sérieusement, les questions deviennent plus pressantes, plus lourdes. Ses proches tentent de le protéger. Mais le chanteur comprend que le temps, désormais, ne s'étire plus comme avant. Il enregistre encore, se bat encore, mais on le voit chercher l'essentiel. Et dans ces périodes-là, plusieurs témoignages rapportent que son esprit revenait. Souvent, à l'album avec Goldman, c'était juste, disait-il. C'était nous deux, sans rien de trop. Goldman, informé de l'état de Johnny par des amis communs, reste en retrait, par respect. Mais il suit chaque nouvelle, chaque évolution. Il écoute en boucle certains titres, comme pour rester proche sans imposer sa présence. Sa pudeur, qu'il a si souvent protégée, pèse cette fois comme un fardeau discret. Un ami raconte, il ne voulait pas déranger Johnny. Il avait peur d'être intrusif, mais il pensait à lui beaucoup. Puis vient le jour de la disparition de Johnny. Une onde de choc traverse le pays. Des millions de personnes descendent dans les rues. La France pleure son monument. Et Goldman, fidèle à lui-même, choisit le silence public. Pas de déclaration sur les plateaux, pas d'hommage télévisé. Mais en privé, il écrit quelques lignes qu'il envoie à la famille. Des mots simples, profondément sincères. Sa voix, personne ne l'éteindra jamais. Après la tempête, il ne reste plus les querelles, ni les silences, ni les incompréhensions. Il reste la trace, celle de deux hommes que tout opposait, mais qui, un jour, ont réussi à créer ensemble l'un des albums les plus authentiques de la chanson française. Une collaboration unique, un chapitre clos. Et pourtant, toujours vivant, longtemps. Jean-Jacques Goldman a pensé qu'il n'aurait jamais à parler, que l'album, les chansons, la trace qu'il avait laissée aux côtés de Johnny suffirait à raconter ce qui devait l'être. Et puis, le temps a passé. Les hommages se sont succédés, les récits aussi, certains justes, beaucoup incomplets. Pendant des années, il a gardé pour lui ce qu'il considérait comme une vérité trop intime pour être dite, une vérité qui ne concernait ni les ventes, ni la technique, ni les tournées, mais l'homme. Et un jour, lors d'un échange rare, presque confidentiel, il accepte enfin de briser ce silence. Il commence par une phrase étonnamment simple. « Je ne l'ai jamais dit, mais Johnny m'a appris quelque chose que je n'aurais pas découvert seul. » Un silence suit, long, dense, comme s'il cherchait le courage de poursuivre, puis il ajoute « Il m'a appris ce que c'est. Chanter quand on a tout perdu. » Cette phrase, il la prononce lentement, presque à voix basse. On sent qu'elle était enfouie depuis longtemps. Goldman raconte alors un moment que peu connaissent, une séance tardive, entre deux concerts. Dans un studio presque vide, Johnny venait de vivre une déception personnelle. Il ne l'a pas formulée, mais elle était là, palpable. Cette nuit-là, il entre en studio, s'assoit, ferme les yeux. Goldman lui propose une maquette toute simple, une suite d'accords encore inachevés. Johnny écoute, ne dit rien, puis commence à chanter. Ce n'était pas une performance, ce n'était pas une prise destinée à l'album, c'était autre chose. Une voix nue, une voix qui tremble.
une voix débarrassée de tout ce qu'elle porte habituellement. Le rôle, la puissance, la légende, Goldman restait immobile. Il comprend immédiatement qu'il assiste à quelque chose de rare. Je savais que je n'avais rien à dire, rien à corriger. Il fallait juste être là. Cette nuit-là, Johnny ne termine même pas la chanson. Il s'arrête au milieu d'une phrase, baisse la tête, souffle, je suis fatigué. J'ai vraiment fatigué. Personne ne l'avait jamais entendu dire cela. Dans son récit, Goldman marque une longue pause. Ses mains se croisent, son regard se perd un instant. Comme si cette scène, longtemps refoulée, refaisait surface avec une netteté douloureuse. Il explique qu'à partir de cette nuit-là, il a compris que Sang% n'était pas un simple album. C'était une confession, une tentative de vérité, une manière pour Johnny de dire ce qu'il avait passé toute une vie à cacher derrière le feu. Le bruit, la force. J'ai compris qu'il ne chantait pas pour briller, il chantait pour tenir debout. Puis vient la seconde révélation. Plus personnel encore, Goldman avoue qu'il s'est souvent demandé pourquoi il n'avait pas donné de suite à cet album, pourquoi il n'a pas répondu aux attentes, pourquoi il s'est retiré au moment où tout semblait appeler une continuité. Et il dit enfin ce qu'il n'avait jamais dit. J'avais peur. Peur de ne pas être à la hauteur une deuxième fois. Peur de trahir ce qu'on avait réussi à toucher ensemble. Il reconnaît que le succès immense de Sang% a créé une pression qu'il ne pouvait assumer sans dénaturer son travail. Je ne voulais pas écrire par obligation. Avec Johnny, ça devait rester vrai, rien d'autre. Et puis, il y a la dernière révélation, celle qu'il dit avec une émotion visible, retenue, mais profonde. Il raconte qu'après la disparition de Johnny, il a réécouté toutes les maquettes originales, pas les versions finales. Les premières, celles où la voix est brute, où chaque respiration est une implosion. Il confie, c'est là que je l'entends le mieux. Pas dans le spectacle, pas dans les tubes, dans ces essais fragiles où il était juste un homme, et il ajoute, très doucement, c'est cette voix-là que je n'oublierai jamais. La voix qui n'était pas pour le public, la voix qui était pour lui. Pendant quelques secondes, il ne parle plus, comme si les mots avaient cessé de suffire, puis il conclut. Dans un souffle presque imperceptible, je n'ai pas rendu hommage à Johnny en public. Je sais, mais je le fais aujourd'hui, en disant enfin la vérité. Sans lui, je ne serais pas devenu l'homme que je suis. C'est cela, la révélation. Pas un secret, pas un scandale, une reconnaissance tardive, pudique, essentielle. La reconnaissance d'un lien qui a dépassé la musique. Au terme de ce récit, quelque chose demeure, une impression de pudeur, presque de fragilité, qui enveloppe tout ce que ces deux hommes ont partagé. Ni l'un ni l'autre n'a cherché à construire une légende autour de leur collaboration. Ils ont simplement laissé les chansons parler. Et pourtant, plus les années passent, plus leur histoire ressemble à une ligne discrète, mais essentielle dans la grande fresque de la musique française. La relation entre Goldman et Hallyday n'a jamais été faite de déclarations tonitruantes ni de gestes spectaculaires. Elle s'est jouée dans les silences, dans les studios à moitié éclairés, dans les mots dits trop vite ou pas du tout, dans les regards qui disent l'essentiel. Une amitié sans définition, un respect sans formule, un lien qui survit précisément parce qu'il n'a jamais prétendu être autre chose que ce qu'il était. Après la disparition de Johnny, beaucoup vont tenter de réécrire l'histoire, d'expliquer, de commenter, de justifier, de nuancer. Goldman, fidèle à lui-même, n'a rien corrigé. Il a laissé chacun se faire son idée, parce que, pour lui, la vérité n'a jamais été dans les récits publics. Elle était dans ces moments suspendus, dans cette voix posée tard le soir, dans ces prises de son inachevées qui contenaient davantage de vérité que bien des discours. Ce qui reste aujourd'hui, c'est l'évidence d'une rencontre courte et intense, déterminante. Une rencontre qui a permis à Johnny de dévoiler une part de lui que le public n'avait fait qu'entrevoir, et à Goldman de toucher, peut-être pour la première fois, à un noyau brut, incandescente, de ce que peut être la voix humaine lorsqu'elle chante depuis un endroit où tout vacille. Le temps, Louis, continue de filer, les chansons demeurent, et chaque fois que Sang% réapparaît sur une radio, dans une playlist, dans un souvenir, c'est comme si un fragment de cette relation ressurgissait, intact, préservé de tout ce que la vie a pu abîmer. Aujourd'hui, à 74 ans, Goldman ne cherche pas à embellir le passé. Il ne s'excuse pas, ne s'explique pas. Il se contente de dire ce qu'il n'avait jamais formulé, l'importance de cette voix, la force de ce moment, la gratitude qu'il porte encore. Ce n'est pas un hommage spectaculaire, c'est un hommage vrai. Et peut-être que c'est précisément cela qui lui donne tant de poids. Il y aura encore des interprétations, des analyses, des mots lancés trop vite, mais l'histoire, la vraie, reste simple. Deux hommes se sont trouvés, un instant, au bon endroit, au bon moment. Ils ont créé quelque chose qui les dépasse, et puis, comme souvent dans la vie, ils ont suivi des chemins différents. Sans jamais effacer ce qu'ils avaient écrit ensemble, il ne reste alors qu'une image. Une image fixe, sans musique,
Une table de studio, un cahier ouvert, une phrase griffonnée d'une écriture rapide, est posée à côté, une photo où Johnny sourit, un sourire presque timide, comme si la lumière ne l'avait pas encore rattrapé. Le temps, Louis, ne dit plus rien, mais la chanson, elle, continue de parler.